est maintenant l'invité de la matinale pour tirer les premiers enseignements du sommet de Londres et cette capacité de l'Europe au sursaut. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique, vous enseignez à Sciences Po, vous avez publié Les Voies de la puissance en 2022 chez Odile Jacob, ouvrage lauréat du prix du livre géopolitique, et vous sortez la semaine prochaine chez le même éditeur, La guerre mondiale n'aura pas lieu, des raisons d'espérer. Est-ce que l'Europe vous donne des raisons d'espérer ? Oui, enfin dirais-je, parce que beaucoup d'observateurs avaient considéré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie allait constituer un électrochoc. Alors oui, ça a été un électrochoc, mais qui a servi l'OTAN, et certainement pas l'Union européenne. Là, cette fois, nous sommes littéralement abandonnés par les États-Unis. Alors, peut-être de manière pas si pérenne que ça, parce que M. Trump, il est là pour 4 ans et pas davantage. Donc, on verra bien ce qui se passera dans 4 ans. Mais enfin, pour l'instant, en tout cas, on est abandonné par les États-Unis face à un impérialisme russe en Europe orientale qui, lui, ne désarme pas. Et par conséquent, là, oui, pour vous répondre concrètement, je pense qu'il y a authentiquement d'abord une crise de conscience. Et comme ça a été très bien dit il y a un instant par Guillaume Tabar, on a un alignement en quelque sorte des planètes, c'est-à-dire que les Britanniques comprennent enfin qu'ils sont, alors non pas seuls, mais que la relation spéciale dont parlait Churchill en 45 avec les États-Unis n'existe plus. C'est le 4e président américain d'affilée qui abandonne en quelque sorte ce positionnement préférentiel pour les Britanniques. Madame Meloni, elle est très changeante, donc on verra bien ce qu'elle pensera dans les prochains mois. Je serai un peu moins confiant. Sur l'Allemagne, pour une fois, on a effectivement un chancelier, mais attention, il n'a pas encore bâti sa coalition. Et il n'est pas encore chancelier. Et entre parenthèses, il n'est même pas encore chancelier. Mais enfin, qui lui aussi, a priori quand même, et il le dit depuis des mois, sinon des années, est quand même beaucoup plus favorable à l'Europe. Et enfin, ce qui a été dit encore une fois est très juste, la France, on peut reprocher à son président beaucoup de choses en matière d'affaires étrangères et de défense, mais certainement pas de ne pas être un grand Européen. Et j'ajoute un point très rapide, si vous le permettez. Vous avez demandé tout à l'heure à Guillaume Tabar si le président de la République avait en quelque sorte les coups des franches là-dessus. Ben oui, parce que François Bayrou est un grand Européen aussi. Autrement dit, même si le Premier ministre, sous la 5e, en période de cohabitation, a aussi, un droit de regard sur les questions internationales, là, pour le coup, sur l'Europe, on ne peut pas considérer qu'on aura affaire à un tandem qui ne s'entend pas. Ils parleront d'une même voix. Vous parlez d'alignement des planètes, ça veut dire qu'il faut agir vite, parce que quand il y a un alignement des planètes, ça dure pas longtemps. Il peut y avoir une initiative américaine, il peut y avoir une initiative russe, et puis il y a ce qui se passe sur le terrain. Comment l'Europe peut-elle agir rapidement ? Il y a ce sommet de Bruxelles jeudi. Peut-elle agir vite ? Est-ce qu'elle peut être rapide ? Je donne toujours cet exemple des 20 ans pour un seul cordon universel pour les téléphones, et je me dis, mais comment l'Europe peut-elle mettre en place une défense et une puissance en si peu de temps ? Alors la réponse est oui, si la volonté existe. Ça paraît un petit peu évident, dit comme ça, mais les moyens, on les a. L'Union européenne dispose de moyens absolument phénoménaux pour pouvoir développer notamment, par exemple, une véritable défense commune. En tout cas, pour commencer à le faire, parce que pour l'instant, c'est pas fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Y a-t-il, oui ou non, une volonté ? Jusqu'à ces toutes dernières années, jusqu'à ces dernières semaines, en réalité, cette volonté n'était pas si évidente que ça. Je pense que là, la prise de conscience, elle existe, comme on l'a dit, et par conséquent, il y aurait la possibilité pour l'Europe assez facilement et donc rapidement, pour répondre concrètement à votre question, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, de lancer par exemple un grand plan européen défense. Me permet de vous rappeler, mais vos auditeurs s'en souviennent sans doute aussi, qu'il y a 5 ans, sur l'initiative de la France d'ailleurs, l'Europe a adopté un plan de relance. C'était juste, c'était à l'époque du Covid, de plus de 750 milliards, dont la moitié en emprunt. C'était pas gagné quelques années auparavant, c'est même le moins qu'on puisse dire. Et à l'époque, les pays du Nord, notamment, ce qu'on appelle les frugaux, alors vous aviez le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, n'en voulaient pas. Et face au choc lié au Covid, finalement on l'a fait. Eh bien, on pourrait très bien le faire dans les prochaines semaines sur la défense. Frédéric Ancel, je vous lis l'édito de Jean-Dominique Merchet ce matin dans l'Opinion. L'Ukraine peut-elle continuer la guerre longtemps sans le soutien des États-Unis ? La réponse est non. Les Européens peuvent-ils accorder des garanties de sécurité sérieuses à cette même Ukraine sans le soutien des États-Unis ? La réponse est encore non. Les Européens peuvent-ils pour eux-mêmes se doter rapidement d'une défense crédible sans le soutien des États-Unis ? La réponse est toujours non.
Alors, tout dépend de ce que vous appelez garantie de sécurité. Si on considère qu'envoyer des civils et des militaires, civils notamment, qui travailleraient dans les infrastructures ou dans les soins, par exemple, en faveur des soldats ukrainiens, sur le sol ukrainien, si vous envoyez des Britanniques et des Français civils ou militaires, on peut considérer que c'est un début de garantie. Je dis bien un début de garantie. Pourquoi ? Parce que Poutine hésitera peut-être, je dis bien peut-être, je n'en suis pas certain, à pousser les feux ou à relancer, par exemple, une offensive militaire importante comme celle qui avait prévalu il y a 3 ans, sachant qu'il pourrait toucher des soldats français et britanniques. Ce n'est pas une garantie absolue. S'il les touchait, est-ce que l'OTAN fonctionnerait ou pas dans ce cas-là ? Alors aujourd'hui, dans l'état actuel des textes de l'OTAN, oui, mais je dis bien aujourd'hui. Et je ne suis pas du tout certain que demain, après-demain, dans 6 mois, M. Trump ne va pas signer l'un de ces énièmes décrets faisant sortir les États-Unis de l'OTAN. Pour l'instant, il ne le fait pas. C'est intéressant d'ailleurs. Pour l'instant, il n'a pas fait. Il aurait très bien pu le faire. Mais en tout cas, c'est un début de garantie. Mais vous savez, en géopolitique, vous avez beaucoup de nuances et très peu d'absolu. Est-ce que l'OTAN, dans l'absolu, consiste en une garantie totale ? Pas forcément non plus. Donc, je pense qu'il faut commencer par un noyau, et c'est très bien que vous lisiez ces 3 noms en quelque sorte, parce que ils évoquent les Britanniques et les Français. Et ça fait des années que je dis et que j'écris que l'Europe de la défense, future Europe puissance, ne peut passer que par un noyau originel franco-britannique, pour des raisons diplomatiques évidentes, pour des raisons budgétaires et militaires évidentes. Et je constate et j'y reviens, que aujourd'hui les travaillistes au pouvoir, et ils le sont pour 4 ans pour le coup, sont très conscients de l'abandon américain, et par conséquent, ils se rapprochent de la France, et la France est demandeuse de cette alliance. Est-ce qu'on ne peut pas soupçonner les Anglais d'être européens de façon très passagère ? Alors, c'est un vieux soupçon. De Gaulle l'avait déjà dans les années 60. C'est pour ça qu'ils ont mis autant de temps à rentrer. Il a fallu attendre Pompidou. Oui, mais non, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'opinion publique britannique se rend compte que le Brexit a été un échec et que Johnson a menti effrontément, d'une part, et que d'autre part, les Américains, j'insiste parce que c'est très important, ne les considèrent plus comme des alliés particuliers ou privilégiés. Et donc, je pense que les Anglais auront la sagesse de ne pas rester seuls sur le plan stratégique, et pour ne pas rester seul en attendant une éventuelle Europe-puissance, il faut avancer avec les Français. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a déclaré avant de se rendre à Londres: il y a 500 millions d'Européens qui demandent à 300 millions d'Américains de se défendre contre 140 millions de Russes. L'Europe manque de courage et d'imagination. Est-ce que c'est une formule où il y a derrière cela matière à réflexion ? Alors, non, moi je trouve c'est surtout une formule rhétorique, alors elle est très très rigolote, parce que en réalité la démographie n'explique pas tout, et c'est même le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc lui peut considérer un nombre d'hommes ou même d'ailleurs des PIB, mais en réalité c'est encore une fois c'est la volonté qui compte. Alors là où il a raison, c'est quand il dit l'Europe manque d'imagination, avec tout de même une nuance. On ne peut pas reprocher à une entité réellement créée par le traité de Rome en 57, même s'il y avait eu des prodromes avec la CECA auparavant. On ne peut pas reprocher à une entité à vocation essentiellement économique de ne pas pouvoir en quelques mois ou en quelques semaines se défendre ou créer une réalité militaire. Jusqu'à présent, et notamment nos amis et nos voisins et nos alliés allemands, n'avaient juré que par l'OTAN, c'est-à-dire par l'assurance vie américaine. Aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Donc, si vous voulez, ça va prendre effectivement un peu de temps. Et tout à l'heure, je reprends votre adverbe très très pressant qui était rapidement. Est-ce qu'on peut rapidement le faire, à condition, oui, qu'il y ait la volonté de. Je le répète, nous avons les moyens. Mais est-ce que nous avons la volonté de le faire ? Je l'espère. En tout cas, c'est un commencement. Est-ce qu'une mauvaise paix n'arrangerait pas tout le monde, puisqu'on parle du temps? Est-ce que ça n'arrangerait pas les Européens qui pourraient souffler et se mettre en position de s'armer, de se réarmer? Est-ce que ça n'arrangerait pas Trump qui a promis une paix rapide? Est-ce que ça n'arrangerait pas la Russie qui a besoin d'oxygène jusqu'à son prochain mauvais coup? Si, d'ailleurs, c'est une question à la fois géopolitique et très philosophique. Existe-t-il de mauvaises paix lorsque, pour un certain temps, on ne se tire pratiquement plus dessus et pratiquement plus aucune maman ne pleure son fils revenu en plusieurs morceaux dans une boîte en bois, pour parler très 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 frontalement. Oui, je pense que là, en l'occurrence, ça arrangerait tout le monde. D'abord parce que Trump pourrait frimer en disant regardez, j'avais annoncé une paix très rapide, oui, tout le monde obéit, je suis le meilleur. 1. 2, les Européens gagneraient du temps. Ça, c'est incontestable. Et 3, Poutine souhaite
un cessez-le-feu sur les lignes actuelles. D'abord parce que ça l'arrange, il a croqué environ 20% du territoire ukrainien, même si, je le rappelle, il a perdu définitivement, stratégiquement, il y a 3 ans. Parce qu'en réalité, c'est toute l'Ukraine qu'il voulait croquer. Bon, mais enfin, en tout cas, tactiquement, il aura gagné 20% du territoire ukrainien. Et puis, l'économie russe, quoi qu'on en dise, et la population russe souffre énormément de cette guerre. Il y a des dégâts humains et matériels absolument rédhibitoires. Donc vous avez raison, oui, je pense qu'un cessez-le-feu façon mal négociée ou une cote mal taillée, quelque part, en tout cas provisoirement, ça arrangerait tout le monde. Trump a définitivement choisi une diplomatie mercantile. On l'a vu dans cet entretien de vendredi avec J.D. Vance et Zelensky. Vous n'êtes pas reconnaissant, vous n'avez pas mis de costume. Enfin, il y a un côté, on est en rendez-vous commercial, quoi, ou en rendez-vous de négociation. Est-ce que c'est efficace, la diplomatie strictement mercantile, ou faut-il conserver quelques principes, quelques reconnaissances, quelques valeurs, où finalement Trump a raison parce qu'il fait la politique pour laquelle son peuple l'a mandaté? Ah oui, alors il y a deux questions. Deux questions en une. D'abord, je pense que le nord de la boussole de Trump, c'est effectivement, vous avez prononcé le mot, le mercantilisme. S'il dépense $1, il en veut 2 en retour, quelle que soit l'entité avec laquelle il négocie. Ami, ennemi, ça n'existe pas pour lui. Ce n'est pas un politique, ce n'est pas un idéologue, même si en interne, on pourrait considérer qu'il a mis à des postes très importants de véritables idéologues, mais ça, c'est un autre problème. Mais en matière d'affaires étrangères, il ne jure que par le mercantilisme. Ça, c'est juste. Maintenant, la deuxième question, au fond, c'est celle de la nature de la puissance. Est-ce que, en ne suivant qu'une logique strictement mercantile et de manière très brutale, y compris avec ses alliés, à terme, on ne se déjuge pas, ou en tout cas on ne s'affaiblit pas? La réponse est oui. Je pense que la nature la plus considérable de la puissance, c'est celle, pour filer la métaphore classique du joueur de cartes, c'est celle qui voit le joueur disposer de l'intégralité des critères de la puissance et pas seulement le dollar. Une dernière question, Frédéric Ancel. Vous publiez la semaine prochaine un livre qui s'intitule « La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu ». Et il y a même des raisons d'espérer. Scénario fiction, je vous propose un préfacier pour ce livre, même s'il sort la semaine prochaine et vous n'avez pas besoin de préfacier. Donald Trump, Vladimir Poutine ou Ursula von der Leyen, lequel de ces préfaciers choisiriez-vous? Ah bah forcément Ursula von der Leyen, parce que monsieur Poutine était un idéologue extrêmement brutal, parce que monsieur Trump n'envisage absolument pas le monde en fonction de valeurs. Alors je vous parle même pas de droits de l'homme, mais après tout, même les alliés, il ne les considère plus comme tels. Et de ce point de vue-là, je pense quand même que la conscience aujourd'hui la plus aiguë, et on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est une dame qui bouge énormément, qui s'active énormément en faveur de ce que je crois absolument nécessaire, c'est-à-dire l'Europe puissance. Frédéric Ancel, merci d'avoir éclairé nos auditeurs ce matin. Je rappelle le titre du livre qui paraîtra donc la semaine prochaine. La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons d'espérer. Ça sortira chez Odile Jacob. À suivre le rappel des titres à la revue de presse d'Hervé Gattegno, et notre esprit libre du lundi, c'est aujourd'hui le philosophe Luc Ferry.